Un jeune homme m'a appelé la semaine dernière avec ce ton de politesse affermi que se donnent les adolescents lorsqu'ils craignent de n'être pas assez considérés. Au téléphone, sa voix ne m'évoquait aucun souvenir précis, mais elle ne sonnait pas non plus comme totalement inconnue. « Monsieur Christian Hainaut ? Oui, bonjour. C'est bien vous qui avez tourné Voiles et Glaciers ? Oh là là, c'est vieux ça, 19 ans. » À la manière dont il m'a coupé, j'ai compris que ça n'était pas pour lui le résultat d'une soustraction anodine. Je me suis fait plus modeste, j'ai tenté de savoir pourquoi un homme à la voix si juvénile s'intéressait à l'une de mes productions télévisuelles aussi datées. 19 ans. Cela renvoyait à l'époque où l'aventure était un créneau porteur, où les aventuriers débusquaient 3 francs 6 sous en quadrillant la planète de superlatifs pompeux, le plus haut, le plus froid, le plus venteux, le plus inaccessible. L'époque où l'on pouvait, si l'on n'était pas exigeant, faire le tour du monde à l'œil en ramenant des images. Et nous n'étions pas exigeants, enfin pas encore. Je m'accordais quelques secondes de répit, le temps de trouver une formule accueillante à installer dans la brèche qu'il venait d'ouvrir dans mon passé. Voulait-il à son tour explorer la région ? La télé a fouiné dans tous les recoins du globe et les destinations, jadis les plus hors de portée, sont aujourd'hui au catalogue des tour opérateurs. Le jeune homme me fit gentiment remarquer qu'Internet arrivait jusqu'à dans sa campagne. Non, me dit-il. La seule géographie des lieux ne l'avait pas poussé à me déranger aujourd'hui. C'était l'histoire qui me téléphonait, depuis une petite ville de Bretagne, et l'histoire avait un nom. Sébastien Godec. Ce nom réveillait une douleur assoupie. Je suis le fils de Cathy Bruzon. Elle rit aux éclats. Elle me prend à témoin de sa joie libératrice. Elle a les cheveux collés par la pluie et elle essuie les yeux d'une main en pilotant le hors-bord de l'autre, les gaz à fond, au risque de me faire basculer lorsqu'elle vire pour se diriger vers la plage. Elle rit parce qu'elle a embrayé le moteur à l'instant précis où ce gros con de Francis posait le pied sur le boudin gonflé. Elle pleure de joie parce qu'il a fini pendu à la ligne de vie, les bottes pleines d'eau, en jurant contre le reste du monde. Tout le reste dont nous faisions partie, tous ces ingrats et ces incapables qui devaient à sa notoriété et à sa générosité leurs vacances en Patagonie. Je revois l'eau grise du fjord où Cathy slalomait entre les blocs de glace. Je revois le ciel gris sur la forêt pluviale et le bateau dont nous nous éloignons, complices d'une action que le patron désavouait. J'entends Cathy en appeler à la mutinerie, avec le sérieux qu'imposait la situation et l'étourdissante vitalité de son caractère. À bord, nous étions tous amoureux d'elle. Et comment va-t-elle, super Cathy ? Elle est morte il y a 2 mois. Alors, c'est la première page du bouquin. Et donc, cet homme qui est caméraman réalisateur, qui est en fait mon alter ego dans tout le récit, parce que c'est la vie que j'ai eue, se trouve confronté à son passé par un jeune homme qui lui demande d'explorer une vérité que le film Voiles et Glaciers auquel il fait référence n'a pas révélée. Et le livre, ça va être exactement comment cet homme, en plongeant dans ses souvenirs, va raconter à ce jeune gars dont la mère vient de décéder ce qui s'est vraiment passé dans une expédition dont le film rapporté ne relate qu'une partie de la vérité. On va comprendre au fil des pages pourquoi, mais ça permet la construction que j'ai choisie en termes d'écriture, c'est-à-dire que pour être au plus près de ce qui s'est vraiment passé, ils vont ensemble explorer ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire la totalité des images tournées, sorties de la caméra, mais qui n'ont pas forcément été montées. Et quand on regarde des rushs, la meilleure manière de se souvenir véritablement de la chronologie des choses, c'est en gros de prendre la bobine 1, bobine 2, bobine 3, et quand il y a des comptabilités parallèles, ce qui va arriver à un moment, on passe à la bobine A, B, C, et ainsi de suite. Donc ce jeune garçon va découvrir quelque chose, et en même temps, cet homme qui se replonge sur ce passé-là, va aussi se formuler à lui peut-être des problématiques qu'il n'avait pas soit mesurées ou dont il n'avait pas mesuré la conséquence l'année où ça s'est passé. Resitue l'action quand même. Alors l'action se situe donc
en Patagonie dans les années 80. À la télévision française, c'était les années où effectivement on voyageait beaucoup. Moi j'ai travaillé pour une émission qui avait beaucoup de succès à l'époque qui s'appelait Les Carnets d'aventure. Après on a continué dans d'autres types d'émissions, mais le magazine Montagne aussi a permis des choses de ce genre-là. Et c'était un créneau qui était attendu, qui avait sa place dans les programmations de télévision normales. Enfin, la télévision publique, j'ai toujours travaillé pour celle-là. Et les gens qui faisaient ces expéditions, les gens qui partaient, trouvaient leur place dans la société en contractant des engagements vis-à-vis de sponsors qui comptaient bien évidemment sur la restitution en images, soit de leurs produits, soit de leur message. Il y avait des gens qui investissaient, soit sur des bateaux, soit sur du matériel, d'alpinisme. On était donc porteurs à la fois de nos envies, de nos ambitions, des aides matérielles qu'on recevait de la part des gens qui trouvaient une image de marque intéressante. Et puis d'un public qui s'était constitué avec une télévision qui avait son créneau honorable. Donc, on était les représentants d'une société qui, à la fois, nous permettait ça, mais attendait de nous le résultat, plus ou moins, bien sûr, parce que comme il s'agissait d'aventure, on ne pouvait jamais prévoir un succès à l'avance. Mais quand même, il fallait que, grosso modo, on remplisse nos engagements. Et alors, pour vous donner plus de précision, et ça va faire le lien avec les problématiques de résistance, il y a deux anecdotes, moi, qui m'avaient beaucoup marqué quand j'étais jeune, mais sans que j'en mesure véritablement la portée. Disons des gens portés par un système et qui se trouvent un jour à devoir assumer à titre individuel quelque chose qui les démarque. Le premier exemple, c'est en 68. 68, c'est l'année où je suis devenu espérant guide. C'est pas tout à fait anodin, c'est une année qui marque. Aux Jeux Olympiques de 68, tout le monde se rappelle de Smith et Carlos avec leur poing levé pour la lutte pour l'égalité raciale. Le troisième homme sur le podium, on l'a oublié, c'est un Australien, ça s'appelle Colin, qui a fini médaille d'argent. Et ce type-là, au moment de monter sur le podium, il a porté le badge des Jeux Olympiques pour l'égalité humaine, ou quelque chose comme ça. Il a arboré le badge sur le podium, et comme les deux Noirs avaient oublié leurs gants, il leur a passé les siens. C'est pour ça que Smith lève le poing droit et Carlos lève le poing gauche. Et bien ce type, il l'a payé toute sa vie. C'est-à-dire qu'il était le champion d'Océanie du 200 mètres, il est resté, d'ailleurs je ne sais pas s'il n'est pas mort en ayant encore le record d'Océanie du 200 mètres. Il a dégringolé dans l'approche de la société australienne. Il a été privé de Jeux Olympiques en 72 alors qu'il était tout à fait dans les temps ô combien. Et il a fini plus ou moins anonyme en ayant ramené une médaille d'argent au pays. La seule récompense qu'on ait retenue, c'est que pour son enterrement, les deux morts sont venus. Et lui, en fait, il s'est positionné personnellement sur un truc où il n'avait pas son mot à dire. Il avait été amené là par un système qui voulait des Jeux Olympiques, qui voulait des champions, qui voulait mais attention, dans un cadre bien précis. Et puis le deuxième, c'est en 78, 10 ans plus tard, au mondial de foot à Buenos Aires. Les deux équipes finalistes, c'était l'Argentine et les Pays-Bas. L'Argentine a gagné, et au moment de la remise des médailles et des trophées, Johan Cruyff, le capitaine de l'équipe néerlandaise, a refusé de serrer la main de Videla. Le monde du foot avait résolu le problème, dictature ou pas dictature, on allait jouer, que les généraux le récupèrent ou pas, on s'en foutait.
Le monde du foot avait dit ce qu'il avait à dire. Mais Cruyff, il était un des plus grands joueurs du monde, capitaine d'une équipe nationale, en finale. Et ce jour-là, lui, personnellement, il n'a pas serré la main de dictateur. Voilà, ils se sont positionnés. Et moi, ben, j'ai filmé des gens qui allaient grimper partout. J'ai filmé des gens qui allaient faire de la voile, qui allaient faire du deltaplane, de la plongée souterraine, de la montgolfière, dans des endroits un peu divers et variés. J'étais très content, je trouvais ça très bien. J'ai gagné ma vie avec, je ne me démarque pas. Mais en 83, j'étais en Patagonie. Et en Patagonie, à l'époque c'était Pinochet, c'était 5 ans après le mondial de foot à Buenos Aires. Et quand on est parti de Punta Arenas, au moment quand les autorités chiliennes ont tamponné nos autorisations avec les visas qui avaient été accordés par l'ambassade du Chili en France, on nous a dit, et le titre est documentaire, on nous a dit « et n'approchez pas de l'île d'Ossol ». À l'époque, on ne s'est même pas posé la question de savoir ce que pouvait être l'île d'Ossol. De fait, elle existe, cette île, elle est juste au coude du détroit de Magellan, juste en dessous du cap Froward, qui marque la fin du continent, et qui sépare le continent et la Terre de Feu. Et nous allions du côté chilien dans les canaux de Patagonie. À l'époque, j'avais pas d'interrogation politique particulière. Et quand on nous a dit n'approchez pas de l'île d'Ossol, on pensait que c'était une base militaire où les Chiliens faisaient la guéguerre avec les Argentins, parce que les dictateurs font tous les mêmes politiques, mais ils s'aiment pas entre eux. Donc on est parti, puis on a fait ce qu'on avait à faire, du bateau, de la voile, de la montagne. Et puis petit à petit, on s'est quand même demandé ce que c'était que cette île d'Ossol. Et on a appris que c'était donc... J'ai appris ici même de la part de quelqu'un qui est venu me dire un jour que c'était une île au passé historique encore plus effroyable, parce que c'est là que sont morts les derniers Patagons. Mais c'était un bagne au départ pour droit commun, et puis c'est devenu un pénitencier politique, un goulag, c'est-à-dire un endroit où on ne faisait pas mourir les gens, on s'arrangeait pour qu'ils ne vivent pas. Donc voilà, j'ai fait cette expédition et longtemps après je me suis dit, et s'il nous était arrivé, nous, d'être confrontés? Et puis longtemps après, j'ai trouvé un moyen cinématographique, parce qu'il fallait que je trouve le biais littéraire pour m'en sortir. J'ai commencé à écrire ça sous forme de scénario, j'y arrivais pas. J'ai voulu l'écrire et voilà, j'ai trouvé un éditeur qui a accepté de le publier. Voilà, c'est la jeunesse du groupe. Je continue avec la rencontre. Oui, continue avec la rencontre. Sur cette masse maintenant si proche, tout était noir. Des antennes au canon. L'équipage silencieux était noir, uniforme noir, cheveux noirs, yeux noirs. Seuls quelques galons échappaient à cette totale absence de couleur, focalisant notre attention, nous qui cherchions la moindre brèche pour imaginer d'où viendrait la possibilité d'un contact humain. En réduisant tout objet inerte ou animé à la dimension d'un écran, les photos ou la télévision ne transmettent jamais la force écrasante qui se dégage d'une réalité physique. Nous savions qu'il existait une scénographie de l'autorité et du pouvoir, mais nous n'avions jamais vu celle de la dictature, cette présentation glaçante de la forme que revêt la puissance lorsqu'elle se sait incontestée parce que incontestable. La vedette était là, moteur ronronnant, plus au-dessus de nous qu'à côté, masse noire et dominatrice, insufflant une crainte sourde à 8 petits Français dubitatifs. Le moteur tournait au ralenti et silencieux, nous attendions un signe. L'officier parla à l'un de ses matelots qui nous demanda de mettre à l'eau notre canot pour venir chercher El Comandante. Ce fut assez vite exécuté, juste le temps qu'il fallut à Serge et à la brute pour s'habiller correctement. Se halant sur un bout tendu entre les deux embarcations, Francis ramena à son bord 2 invités qui n'avaient pas encore dit un mot. Le porteur de serviettes s'enquit de savoir qui était le skipper. Quand Francis se désigna, l'officier lui signifia alors d'un geste qu'il devait remonter à son bord pour l'y accueillir. Tandis qu'on s'occupait d'attacher le canot, Francis s'exécuta et l'officier le suivit. Une fois sur le pont, c'est avec un sourire chaleureux qu'il lui tendit la main après s'être présenté. «
Tenite di navio Jesus Mandrino Armada de Chile. J'avais quasiment oublié que je racontais à Sébastien une séquence inexistante dans le film. Je déroulais pour moi, autant que pour lui, les plans que j'aurais tenté de faire si Francis ne m'avait pas ordonné de ranger ma caméra. Tenu ainsi de vivre la scène sans pouvoir en témoigner, je l'avais mémorisée mieux encore que si je m'étais protégée en la filmant. J'avais éprouvé les mêmes sentiments que mes camarades. Plutôt que de chercher dans leur réaction à rendre compte d'une réalité dont je me serais extrait, j'avais ressenti moi-même leur surprise, puis leur inquiétude. Mieux que jamais, je réalisais à quel point l'objectif et la technique peuvent représenter un bouclier de verre face au monde extérieur, au même titre qu'à l'inverse, il opère parfois tel un outil trouant l'opacité d'un mensonge ou levant la chape d'une pudeur. Sébastien restait silencieux. Respectait-il cette plongée que je venais de faire dans mes souvenirs, si précis, bien que non enregistrés, ou suspectait-il par avance que la table de montage seule ne lui révélera rien qu'il ne savait déjà? Il me fallut un moment pour me ressaisir et retomber physiquement dans mon atelier, au milieu de mes boîtes et de mes cartons, en face de ce gamin interrogatif mais gêné qui regardait la dernière image de la bobine 3 chargée sur l'appareil. Il voyait sur l'écran des jeunes gens insouciants et il entendait, sorti des greniers de mon cerveau, un récit qui ne correspondait pas aux images. Comme si je m'étais trompée de bande-son. Voilà, alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a une petite aparté qui vous explique que la caméra, c'est un outil tout à fait étonnant. En ce sens que quand on filme quelque chose, on se doit d'avoir une sorte de présence flottante en face de la séquence qu'on filme. Et c'est ça qui parfois permet de s'en abstraire. On doit grosso modo tenir compte bien évidemment du sujet qu'on filme, mais on doit toujours quand même avoir un œil ouvert qui explore l'autre œil ouvert qui explore la réalité pour saisir les réactions, un truc comme ça, et puis se reculer à temps, voire anticiper plus ou moins qui va dire quoi, comment, et qu'est-ce qu'on doit suivre. Alors il y a cette distance flottante entre la réalité et la perception qu'on en a, qui doit rester attachée à la vérité restituée, mais sans implication personnelle. Et puis quelques autres fois, ça c'est par le jeu des présences, des avancées, des focales variables, des choses comme ça, on peut aller par contre pénétrer et chasser des choses que d'autres chercheraient à cacher. Donc pendant toute l'exploration des rushs, on va se trouver un peu dans cette situation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a vues, il y a des choses qu'on a perçues, il y a des choses que le vieil opérateur raconte. Et c'est un mélange en fait de tout ça qui, je le précise, ne cherche absolument jamais à mentir. Le documentaire, je ne connais pas de documentaristes qui partent avec l'idée a priori d'un mensonge, ou alors c'est de la propagande et ils le savent, ils y contribuent. Le documentaire, c'est on filme au plus près d'une réalité, on ne peut pas éviter sa subjectivité bien évidemment, mais on sera jugé sur la restitution de cette vérité, la technique avec laquelle c'est fait, le rythme qu'on impose, les émotions qu'on transmet, mais on ne part pas pour mentir, jamais. Sauf que des fois, soit on doit tenir certaines choses à l'écart, on ment par omission, voilà, on ne restitue pas à chaque séquence soit le mérite qu'elle a, sa réalité, sa profondeur, ou les liens de causalité. Ça, à la table de montage, on peut opérer là-dessus, plus ou moins. Mais ça n'est jamais le plan initial. Sauf que là, le plan initial, bien évidemment, il est sérieusement perturbé par quelque chose qui arrive. Et ce quelque chose qui arrive met les participants à cette expédition exactement dans la position que je vous racontais de ce sprinter australien ou de ce footballeur hollandais. Voilà, on est là pour faire quelque chose. Le système nous y a amenés, le système nous permet d'en vivre. On a donc des comptes à rendre. Et comment va-t-on se situer à titre individuel? Sauf que là, on est 8 sur le bateau.
Et bien évidemment, tout le monde n'a pas la même implication. Il y a des gens, le skipper du bateau a bien sûr des engagements à caractère financier très importants. Et encore, la voile d'expédition comme ça n'a rien à voir avec la course en haute mer des Formule 1, où là c'est des sommes astronomiques. Là, le voilier, c'est jamais qu'un cargo qui nous amène. Mais quand même, le responsable de l'opération de montagne, c'est pareil, il a une notoriété, il vit de ça, il a des magazines, il a des sponsors. Et puis à côté de ça, il y a des chevilles ouvrières qui sont ces marins et ces alpinistes sans lesquels aucun succès ne serait possible, mais sur lesquels rejaillit très rarement la moindre gloire. Pour certains, on peut dire ils sont contents, ils sont des ouvriers du bazar. Pour d'autres, c'est d'ailleurs comme ça que le skipper les traite un peu, c'est des traînes savates. Mais sans eux, ça ne marcherait pas. Il y a ce caméraman qui, lui, de toute façon, aura toujours un sujet à filmer, quoi qu'il arrive, puisqu'il est là pour ça. Et puis il y a cette femme dont on cherche à explorer l'histoire, et qui elle se trouve là un peu par hasard. Elle est, voilà, elle suit une histoire d'amour avec un skipper. Il y a de la place sur le bateau, elle est là, mais n'ayant pas d'implication personnelle, elle est peut-être un peu plus détachée vis-à-vis de la restitution à apporter. Donc, elle opère un peu comme une boussole qui ramène toujours un peu, au moins la pensée dans le droit chemin. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde la suit telle qu'elle, mais c'est vrai qu'elle a cette... En tout cas, je lui attribue ce rôle d'être la conscience morale de l'expédition. Alors j'anticipe la remarque, on a déjà fait le coup de c'est du machisme en creux. Je ne m'empêche pas. J'ai 67 ans, j'ai été construit comme ça, je ne vais pas le remettre. Tu résistes. Non, c'est pas ça, je veux dire, le machisme en creux, peut-être. Peut-être que ça doit être changé, mais pour autant, tout ça peut être analysé. Prêter des vertus à une femme que les hommes n'auraient pas, est-ce que c'est franchement si méchant que ça? Et puis il y a aussi Carlos et Joachim, on n'en a pas parlé. Ah ben ceux-là, on ne les a pas trouvés encore. Alors. Ouais, mais c'est... Oui. Ah oui, c'est vrai, là on enchaîne juste après. Donc, ils arrivent sur cette épave. Ils arrivent sur cette épave suite à un caprice du temps qui les oblige à aller se mettre à l'abri dans un endroit tout à fait inattendu. Et les canaux de Patagonie, vous imaginez le continent qui aurait remonté un petit peu à la fin de l'époque glaciaire qui avait écrasé tout ça. Et les glaciers fondants, c'est l'océan, les deux océans qui rentrent à l'intérieur. Donc c'est un véritable labyrinthe aquatique. Sans une carte, on est paumé dedans, on ne sait pas où on va. Il y a quelques voies de navigation répertoriées qui contiennent à la fois les navires marchands, les pêcheurs et ainsi de suite, mais c'est véritablement un labyrinthe aquatique. Et à l'occasion d'une fuite de cette île d'Aussonne, deux Chiliens ont fini poussés par, totalement épuisés, poussés par un vent sur cette épave dont ils ne peuvent absolument pas partir. Et là, il se trouve, des miracles, il y en a des fois, on leur donne un nom, si on connaît croyant ou pas. Et voilà, il y a un bateau français qui vient s'amarrer à cette vieille épave rouillée. Les hasards. Et en explorant cette épave, ne serait-ce que pour aller tendre les haussières qui fixent le voilier en protection de la tempête, et bien il tombe sur ces deux moribonds qui s'appellent Carlos et Joachim. Et qui prennent à bord. Et bien évidemment, alors, les lois de la mer imposent qu'on les prenne à bord, et de toute façon on ne se pose pas la question à ce moment-là. Avec l'irruption de Carlos et Joachim s'opéra chez chacun de nous un changement plus radical qu'on pouvait l'attendre. Je l'avais constaté à l'époque, mais il m'a paru plus évident encore en revoyant les roches. Il faut croire que la caméra ment très mal, puisqu'en regardant ces roches, Sébastien lui-même fut transporté dans une autre histoire. Nous ne savions que faire et si cela se voyait. Si sur le bateau l'espace s'était réduit, ce n'était pas tant qu'il fallait le partager avec deux occupants supplémentaires, c'est parce que tout désormais tournait autour d'eux. Comme nous n'avions encore rien décidé, je ne savais pas que filmer, et plus précisément, je ne savais pas comment filmer la suite des événements.
dans l'hypothèse où il nous faudrait garder secrète la présence à bord de nos deux invités. Sur le bateau, il était devenu impossible d'enregistrer une séquence sans des efforts affligeants visant à conserver hors cadre et hors propos nos deux naufragés. Tout, dans les attitudes et les paroles de l'équipage, ramenait à cette présence, ou pire encore, l'excluait avec tant d'application que ça en devenait suspect. Les deux hommes étaient entrés par effraction dans la conscience d'une huitaine de Français privilégiés qui n'osaient même plus s'en défendre. Nous ne vivions plus un périple exotico-sportif, vitrine de notre société de loisirs. Nous devions assumer avec plus ou moins de décence notre confrontation à l'histoire. Pour Francis et Jean-Luc, les priorités n'avaient pas changé. Il s'agissait toujours de gravir une montagne exemplaire surgie d'un océan de légendes, afin que sponsors et sponsorisés s'y retrouvent à notre retour. Dans ce schéma, deux prisonniers politiques importuns représentaient un emmerdement à résoudre malvenu, mais pas insurmontable, pourvu qu'ils sachent se faire tout petits. Il serait toujours temps, une fois sortis des eaux territoriales, de s'intéresser à eux. Pour Cathy, c'était purement et simplement le contraire. Comme elle n'était ni marin, ni alpiniste, pas même aventurière patentée, le but de l'expédition devint secondaire. En tant que journaliste, par contre, elle voyait le hasard et le contexte comme un tout passionnant. Mais Cathy était avant tout une femme, la seule de l'équipe. Et elle en ressentait une responsabilité qui avait quelque chose à voir avec d'autres priorités de la vie. Elle ne nous l'a pas fait dire. On n'en a rien à faire de vos exploits, la gomme, vos sommets d'épouvante ou vos vagues comme des immeubles. On pourra toujours assumer les conséquences médiatiques ou financières d'un renoncement, mais l'irréparable, lui, nous collera à la peau. Je ne vous comprends pas, les garçons. N'importe quel sauvetage en mer ou en montagne vous conduirait à des actes héroïques, et là, comme si la référence avait changé, vous voulez vous débiner. Et pourquoi ? Pour rentrer à la maison sous les applaudissements de quelques milliers de frustrés qui veulent voir en vous les aventuriers qu'ils auraient aimé être ? Pour continuer à planer sur un monde de merde où vous vous êtes fait une petite niche confortable de baroudeurs sponsorisés? C'est dingue! L'aventure, elle est là devant vous, la vraie aventure, celle qu'on n'a pas écrite à l'avance pour trouver du pognon, celle qu'ont vécu avant vous tous ces hommes que vous admirez tant parce qu'ils l'ont assumé, eux. Et vous voulez en construire une autre, une qui ressemble à celle que vous avez déjà vendue? Vous cherchez quoi? Des points de retraite pour marginaux? Voilà, donc Cathy s'est exprimée, point. Et à partir de là, eh bien, grosso modo, mes protagonistes vont tenter quelque chose, un peu comme une course de 200 mètres pour quelqu'un qui ne sait pas à l'avance, ou comme un match de foot pour quelqu'un qui n'en connaît pas le résultat. Ils vont tenter, eux, de faire voilà, ce pourquoi ils sont venus, en se disant que tant que les deux naufragés sont sous leur protection dans leur bateau, grosso modo, pour peu qu'on les planque, les rencontres officielles avec l'administration chilienne ayant eu lieu, il n'y a pas tellement de raisons que ça ne marche pas. Il suffit qu'ils soient discrets, seront dans le bateau, et ça n'empêchera pas les marins d'aller explorer les côtes pour déposer les alpinistes à un endroit possible, et les alpinistes de tenter leur montagne comme promis. Sauf que, bien évidemment, quand on rajoute un élément de cet ordre dans une expédition qui déjà en elle-même est aléatoire, mais en empilant des choses aléatoires, grosso modo c'est comme un château de cartes et ça peut s'effondrer à chaque instant. Et la totalité du livre, qui se lit jusqu'à la dernière page en essayant d'éviter d'aller voir comment ça se finit trop tôt, c'est raconté comme une expédition, c'est-à-dire comme le cinéaste l'a vécu. Et ce jeune qui lui connaît le film édité et qui a eu à la télévision le succès qu'il devait avoir, s'en est fait une image. Et les deux se rencontrent, parlant à la fois de ce qu'on a pu tenter, des contrariétés qu'on a eues, des pépins qu'on a pu assumer, de la manière dont un officier chilien, sûr de sa puissance incontestée, considère qu'une jeune Française qui est déjà avec 7 mecs, pas tellement de raison qu'ils n'ont pas le 8e. Donc ça fait tout un tas de choses qui tiennent 320 pages.
Si je vous en dis plus, après, bah, mais on pensait plutôt à Shackleton, Scott, l'Antarctique, on pensait plutôt aux grands explorateurs de l'Himalaya ou des Andes. Voilà, on était porté un peu par cette génération d'explorateurs, et cette génération d'explorateurs s'est pas tellement attardée sur la Patagonie. Certains, bien sûr, mais alors, soit ils n'étaient pas dans notre sphère de curiosité, mais par contre, il y a les écrits de Coloane, voilà, un grand écrivain chilien qui, lui, alors, lui, il en fait un mille. Et donc, voilà, on était... Disons qu'en tant que guide, donc alpiniste et marin d'occasion, parce que je suis allé plusieurs fois sur des bateaux, voilà, j'étais plus sensible à ce domaine sportif, ce domaine d'exploration. Pour autant, la Patagonie, dans ce qu'elle offre de paysages, vraiment, voilà, c'est un côté inhumain, quoi. On est dans un endroit où il y a de l'eau, de la forêt inextricable, un temps absolument... enfin, il fait 30 jours de pluie par an, par jour, par mois, je veux dire. Il faut choper les 2 journées de beau temps. Quand on veut se déplacer à l'intérieur, on se rend compte que ces forêts primaires sont totalement infranchissables. Et bien évidemment, quand vous êtes dans ces fjords, dans ces chenaux, avec des glaciers qui surplombent et tout, ça donne une dimension à laquelle, en tant qu'alpiniste, on est très sensible, parce que ça nous ramène à ce que, je crois, je ne vais pas parler au nom de tous les alpinistes bien sûr, mais cette espèce de jouissance qu'on a en étant à la fois infiniment vulnérable et très fort. Cette rencontre de la vulnérabilité avec notre fragilité de chaque instant. Je ne suis pas suffisamment psychologue pour étudier ça, mais c'est un côté assez jouissif, peut-être pervers, je ne sais pas. Mais ce qui se passe en Patagonie quand même, c'est que, et en vous répondant, je replonge un peu dans ce que j'ai écrit, c'est quand même un endroit où, parce qu'on sait que c'est invivable, on ne s'attend pas à ce qui est finalement des hommes, et il y en a plus qu'on croit, parce qu'effectivement, il y a des pêcheurs qui sont là, il y a des gardes-côtes, il y a des gens dans des villages complètement paumés, et en s'extrayant de ce monde plus ou moins civilisé ou plus ou moins barbare, en allant dans des endroits où la vie n'est quasiment pas possible, on ne s'attend pas à s'y trouver confronté à des problématiques de ce genre. On se croit un petit peu à l'abri, quoi. L'alpinisme de haut engagement, comme la navigation de haute mer, même si on le mythifie au titre d'une exemplarité sportive qui confine au courage parfois, il faut quand même reconnaître que c'est avant tout une fuite. On passe son temps à fuir les hommes, quoi. C'est pas souvent écrit, ça, dans la littérature de montagne. Mais bon, il faut quand même reconnaître que quand on sort des zones habitées de la planète, c'est parce qu'on n'a pas forcément envie d'y rester. Donc ça, c'est pas une résistance. Ça lâche prise. Tout ça pour dire que l'exemplarité des grands anciens, ça nous a beaucoup marqué. Les mythes, on s'en méfie un peu plus. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'histoire de Shackleton. J'ai eu la chance, c'était mon premier voyage mer-montagne, d'aller en Géorgie australe, là où Shackleton, après la catastrophe de l'Endurance, a réussi à renouer avec le monde des humains après une navigation incroyable en Atlantique Sud. Shackleton, quand il est parti pour traverser l'Antarctique et que son bateau Endurance a été broyé par les glaces, ils sont partis en traînant
des chaloupes, en bouffant leurs chiens, ils sont allés passer un an encore de survie abominable au fou de la péninsule antarctique sur l'île Éléphant. Il a fait une traversée de 1200 km vers l'est à la navigation au sextant pour viser une petite île grosse comme ça. Il a traversé les montagnes, il est allé de l'autre côté. Il a essayé de revenir avec un bateau chercher son équipe, il n'y est pas arrivé, il est allé jusqu'à Montevideo, de là ils sont descendus pour atteindre. Bref, ça a duré 3 ans le périple, il n'a pas perdu un seul de ses membres. 3 ans en Antarctique, dans les conditions les plus épouvantables, il n'a pas perdu un seul de ses hommes. Et il est parti à son expédition le jour de la déclaration de guerre, 14-18, la reine d'Angleterre, le roi d'Angleterre à l'époque l'a dit, non, remplissez votre devoir en allant faire ce qui est prévu. Et ils sont revenus, malheureusement pour eux, avant la fin de la guerre. Et plus de la moitié sont morts sur la dernière année. Donc vous voyez, l'Antarctique, des fois, c'est moins mortel. Ces deux personnages chiliens, ce sont eux qui m'intéressent. Parce que l'aventure des autres, c'est une aventure sponsorisée, organisée. Mais leur aventure à eux, entre guillemets, je serais curieuse de savoir évidemment ce qu'ils deviennent et comment ils regardent cette équipe. Parce qu'il y a évidemment qu'il faut lire le livre, mais bon voilà, les circonstances c'est comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est quand même une confrontation entre une dureté politique, une atrocité politique, qui est littéralement qui se télescope avec une aventure consumériste un peu. Bon alors là je ne vais pas vous... Non mais voilà ce que ça m'évoque. Voilà. Non mais vous avez raison, mais je ne veux pas vous tromper sur la marchandise. L'aventure des deux Chiliens, il aurait fallu que je sois chilien pour l'écrire. Moi j'écris l'aventure de ces 8 Français qui rencontrent ces deux personnages, qui sont d'abord dans un état véritablement extrême et qui, grosso modo, se sentent humainement portés à la sauvegarde de deux de leurs contemporains meurtris, mais dans la démarche qu'ils font, c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est qu'ils sont dans le bateau, qu'ils y restent, et tout va bien se passer. Donc, le temps qu'on fasse connaissance avec ces deux Chiliens qui récupèrent un petit peu ici et ça, c'est traité. Mais ensuite, ils ne sont pas là pour ça. Et sur les 8, il n'y en a qu'un qui parle l'espagnol. Ce qui complique le problème. Et en plus, quelque chose intervient qui fait qu'il n'est pas toujours avec eux. Parce que, bon, il y a d'un côté les gens qui grimpent, de l'autre côté le bateau qui a aussi ses obligations. Quand on passe du temps à faire au moteur de la navigation, on doit aussi trouver du pétrole. C'est des convenances, non, c'est des considérations qu'on ne peut pas éviter. On est dedans. Alors comment vous dire ça? Le livre, pour tout ce qui traite de l'expédition, aussi bien sur la mer que sur la montagne, c'est un documentaire. Mais c'est un documentaire parce que c'est absolument plein d'anecdotes que j'ai vécues. Les personnages à qui je les fais vivre sont bien sûr des personnages composites, de sorte à ce que personne ne puisse dire ça c'est moi, ça c'est un tel, bien sûr. On reconnaît des traits qu'on prête à telle ou telle personne de mon entourage ou avec qui je suis parti en expert. Mais il n'y a aucun des personnages qui est précisément tel ou tel individu. Donc ça c'est la partie documentaire. À partir du moment où les deux Chiliens interviennent, c'est-à-dire les chapitres où il s'agit d'eux et de leur sauvegarde, ça c'est fictif. Et j'assume la virtualité, c'est un mot à la mode il n'y a pas si longtemps, j'assume la virtualité de cette histoire. Par contre, le déroulement d'une expédition mer-montagne dans ces eaux-là, ça, non seulement je l'assume, mais je la raconte et elle est vraie. Alors peut-être j'ai
un peu trop bien réussi la partie documentaire, au point que on essaie de ne pas voir trop la partie fictive. Ça fait partie des choses que j'ai entendues. Les gens me parlent souvent de la restitution de l'expédition, mais la problématique trouve sa résolution à la dernière page. Ben, ils ne préfèrent pas m'en parler. Comment faites-vous vous partez en expédition avec ce problème de tous les gens qui voyagent un petit peu, qui ont la chance de voyager? Comment faites-vous avec, justement, vous partez au Chili dans les années 80, donc Pinochet avait déjà fait un gros travail, une dictature déjà extrêmement bien installée et barbare. Comment on fait quand on voyage dans cette partie du monde, vous le saviez évidemment, comment vous accommodez, comment vous faites ça, vous, personnellement? Vous voyez ce que je veux dire, quand on va à l'expédition, je ne sais où, en Chine, je ne sais pas où, dans des pays très moyennement sympathiques, on va dire, en termes de démocratie, c'est rien de dire. Comment on s'organise? On le fait, point barre, où on a les yeux grands ouverts, parce que le thème c'est résistance, et on se dit, ok, il y a ça, mais en parallèle, comme avec la caméra au fond. Ben, c'est un peu ce que je répondais au monsieur précédemment, c'est-à-dire qu'en partant dans des endroits pareils, on a l'impression que ça n'arrivera pas là-bas. Parce que c'est comme gravir l'Everest côté chinois. Hein. Je veux dire, j'ai été impliqué dans une expédition à l'Everest par la Chine. Ben, grosso modo, on était encadré par des Chinois qui nous donnaient à voir du Tibet ce qu'on avait le droit de voir. Et comme on n'a vu personne de martyrisé, on avait l'impression que c'était très bien. On avait avec nous du personnel chinois qui nous aidait. On a fait notre boulot. Et on est reparti très copains. Pensez bien que la dictature, quand elle est en face de gens comme, qui viennent de l'extérieur, ils ne vont pas montrer le pire. Hein. Donc on n'a pas l'impression de cautionner. On a l'impression que parce qu'on va dans des endroits azoliques, la personne qui vit là-bas, grosso modo, il ne peut pas y avoir la dictature non plus, pas sur les manchots, quoi. Et il se trouve que si, ça peut aller jusque-là, quoi. Et puis soyons francs, bon, dans les années 80, la conscience politique, je sais qu'il y a une époque, dans le monde intellectuel, parisien ou autre, tout le monde avait son réfugié chilien, mais Chamonix, pas tellement. Donc je crois qu'il faut être aussi honnête avec l'histoire, l'époque qu'on a vécue, l'implication des uns et des autres. Je pense honnêtement que personne ne met ça en équation avant de partir. Ce qui n'était sans doute pas le cas de ce joueur de foot néerlandais, mais lui, ma foi, il ne pensait pas non plus à être en face d'un gars avec une casquette étoilée et des lunettes noires en train de tendre la poigne. Ça s'est produit, c'est tout. Non, je ne pense pas qu'il y ait ni... C'est pour ça que le problème de résistance est très difficile, en tout cas dans le monde tel que je le décris, qui n'a pas beaucoup changé en quelque sorte. La mise en équation n'est pas si évidente que ça. Je veux dire, je connais personne qui part en toute connaissance de cause, en se désintéressant de la dimension humaine des problématiques rencontrées. Sauf que ça arrive. Mais en Iran, justement, voilà, j'ai eu la chance d'être envoyé par, à l'époque, c'était un copain à moi qui était président de la Fédération française de montagne et qui me dit, voilà, les Iraniens voudraient faire une ascension à plus de 8000, est-ce que tu ne pourrais pas, au nom de la Fédération française de la montagne, aller leur montrer des images, puis leur raconter ce que, voilà, l'alpinisme au-dessus de 8000. Quand le problème vous est donné comme ça, c'est des alpinistes iraniens qui veulent aller à l'Everest. On ne se pose pas la question, on ne pense pas à Khomeini, on ne pense pas à tout ce bazar, quoi. Donc j'arrive avec mes cassettes. Déjà, bien sûr, il a fallu qu'ils visionnent tout à la valide à la douane pour vérifier qu'il n'y avait que de la montagne. Et puis après, j'ai été accueilli par la Fédération iranienne d'alpinisme. Et des types absolument charmants, quoi, avec qui je grimperais volontiers à Chamonix ou ailleurs. Sauf que ces gens-là,
opéré dans la préparation d'une ascension de l'Everest qui était censée représenter, célébrer le 20e anniversaire de leur révolution. Alors pris individuellement, ils étaient tous formidables. J'ai appris des tas de choses avec eux, rentrant dans une mosquée complètement trempée, mais après 3 jours de fuite, en descendant du Damavan, sous des coulées de neige pas possibles, de voir des gars dans une mosquée, pourvu qu'on se déchausse, hein, on a le droit de faire sa pitance sur des bleuets, aller chercher, tout le monde se marre, il y en avait même un qui était monté sur l'estrade où l'imam il racontait des âneries, on a tous dormi là-dedans, c'était la bonne franquette. Je me suis dit, mais c'est vrai que l'islam vu comme ça, c'est vachement sympa, quoi. On fait pas ça dans une église chez nous. Sauf qu'après, quand il s'est agi d'aller à l'université, à Téhéran, leur tenir un petit propos comme on fait là, alors déjà, vous êtes là, et puis il y a tous les hommes d'un côté, toutes les femmes de l'autre, au contraire, je n'en ai plus. C'est déjà pas pareil, c'est toujours les mêmes qui causent. Et puis, à un moment, je leur dis, oui, mais bon, de toute façon, à partir d'un certain truc, il faut quand même faire attention aux signes de votre corps, quoi. Si la fatigue, le gel, les trucs comme ça commencent à opérer, pensez à vous, quoi. Arrêtez-vous à temps, faites pas ci, faites pas ça. Et moi, en redescendant de Maccabi, j'avais eu les yeux gelés. Je savais que c'était vraiment, c'était terrorisant, ça s'est arrangé après. Ah, il y en a un, vous êtes venu pour nous dissuader? Non monsieur, j'ai pas dit ça, j'ai dit simplement qu'il n'y a pas de montagne qui justifie qu'on y meure dessus, quoi. Et là, je me suis pris une avalanche de trucs, mais pas des gars avec qui j'ai grimpé, de l'autorité au-dessus, hein, qui d'un seul coup m'a remis dans le bazar. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je leur ai dit, écoutez, moi je viens de France, vous dire mon expérience de français, vous en faites ce que vous voulez, je sais simplement que français ou iranien, quand il fait froid, il fait froid. Alors, la fin pour moi a été une secousse terrible, parce que, après avoir été si bien reçu par ces gens, le gars qui m'avait servi d'interprète, l'architecte, parlait très bien anglais, m'invite chez lui le soir, juste avant que je reprenne l'avion pour la France. Et comme l'échange avec lui avait été, grâce à l'anglais que ne comprenaient pas forcément tous les autres, très sympa, bon, je me disais, on peut discuter. Alors je suis invité chez lui, je n'ai pas vu sa mère, qui restait cachée, sa femme, qui était une Kurde infirmière, révoltée comme pas possible, était avec nous à table, un ami était là, et quand je suis arrivé, il y avait sa sœur et des habits. La sœur en question, à l'heure du repas, dit « Bon, nous on doit partir, renfilent leurs fichus, leurs trucs, regardez dans quel truc ils nous font vivre, ces gens sont fous, sont complètement dingues. » Et elle dit ça. Moi j'entends ça, français, qui a été déjà recadré par une Iranienne qui me dit ça. Je me dis « Bon, ça va, je suis dans un lieu de résistance, quoi. » Elle s'en va, le repas se passe, où là je discute, bon, je suis farouchement laïque, peut-être même un peu trop anticlérical, je me laisse aller sur les doutes que j'ai vis-à-vis du pouvoir théocratique et de la religion en général. On discute et à 00h30, la sonnette annonce la venue du chauffeur qui doit m'amener à l'aéroport. Et là, mon copain iranien me dit Denis, rien de ce qui a été dit là ne doit sortir. Et moi, je lui dis, bon, je ne veux quand même pas te mettre dans l'embarras, tu t'imagines. Et il me répond franchement, il ne s'agit pas d'embarras, il s'agit de vie ou de mort. Et là, croyez-moi, vous en prenez un coup. Parce que là, vous mesurez complètement que votre mode de pensée, qui ne se veut en rien ni... comment dire, on ne cherche pas ni à influencer, ni à faire du prosélytisme, ni quoi que ce soit. On s'exprime en croyant avoir le droit de le faire, et on est dans un pays où rien que cette pensée-là est déjà, peut-être pas mortelle, mais en tout cas très dangereuse. Et se mettre au diapason de ces gens-là, c'est d'accord avec ce que Claude dit,
on ne sait jamais jusqu'où on a le droit, quoi. Ce jour-là, j'ai un peu appris, mais un peu trop tard. C'est vrai que une des raisons pour lesquelles je n'ai pas développé particulièrement l'histoire des deux Chiliens, c'est que pendant très longtemps, je me suis dit dans quelle mesure est-ce que j'en suis capable. Et aller piocher des informations, ça me sortait de mon sujet. Par contre, pour éviter qu'il y ait de graves erreurs, oui, j'ai vérifié 2-3 trucs. Mais je suis resté soit sur ce que je savais déjà, soit sur ce que j'ai appris sur place, sans véritablement... Voilà, je ne me sentais pas capable d'inventer toute une fiction qui m'aurait dépassé. Voilà, je suis resté dans le sujet. Je voulais à un moment explorer un petit peu plus c'est justement ces deux personnages. J'avais même pensé à un moment rendre la chose plus compliquée encore en faisant que l'un des deux était vraiment un prisonnier politique et puis l'autre un peu plus flou. Mais je me suis dit, oulala, dans quoi ça va m'emmener? Non, je me sentais pas armé en termes de connaissances chiliennes pour complexifier tout ça. Il y a certains humains qui se laissent dépasser par leur personnage. C'est leur personnage qui vivent. Vous êtes resté vous avez cherché à le juste reporter à rester dans une forme de justesse, de vérité qui a cadré votre propos. Mais je savais où je voulais finir. Je savais, même si les personnages prennent leur forme et leur force, parce que quand vous leur prêtez une action, au bout d'un moment, vous êtes relativement contraint par le caractère que vous leur avez donné, les actions. Donc c'est un entonnoir qui se referme, et à mesure ça devient de plus en plus compliqué. Mais je savais où j'allais. Je n'en connaissais pas les modalités ni les détails, mais je savais comment ça allait se terminer.